Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part à la découverte d'un nouvel habitat. Est-ce que vous connaissez la laisse de mer? Peut-être pas de nom, mais je suis certaine que vous en avez déjà vu et peut-être même que vous en avez une image négative. Pourtant cet écosystème regorge d'une biodiversité incroyable, autant pour la faune que pour la flore, et on y trouve des espèces typiquement que dans ce milieu, comme des trucs morts, d'autres trucs qui mangent ces mêmes trucs morts, mais il y a aussi des animaux mignons, ça va. Et la laisse de mer, et bah c'est ça. Il y en a partout autour de moi. Je suis actuellement sur le littoral breton à Concarneau et je vais rejoindre Christian du muséum qui va nous parler un peu plus de cet habitat. Alors Christian Carnario, je suis enseignant-chercheur au muséum et à Sorbonne Université. Je travaille avec plusieurs collègues et partenaires sur un programme de sciences participatives plage vivante. Donc la laisse de mer, c'est un processus naturel où dès qu'il y a une tempête par exemple, on va avoir des algues qui sont décrochées suite à la houle. On a aussi des algues qui vont perdre une partie de leurs feuilles à certaines périodes, notamment par exemple pour les grandes laminaires, c'est souvent au mois de mai. Et ces algues vont s'échouer, vont s'accumuler en haut de la plage. Alors il n'y a pas que les algues, il y a aussi des fois des débris ça peut être du bois, il peut aussi y avoir malheureusement des déchets, il peut aussi y avoir des restes d'animaux. Tout ça, cette accumulation forme la laisse de mer, et cette laisse de mer, elle va ensuite être décomposée par une myriade de petits invertébrés, donc des puces de mer, des mouches, c'est tout un petit écosystème qui va décomposer ces algues, et ces algues décomposées vont former l'engrais pour les premières plantes du haut de plage. Alors là on a fait un quadrat de 1 mètre carré sur lequel on va essayer d'identifier différentes espèces d'algues qui sont échouées, et on va répliquer ce quadrat 5 fois sur notre transect de 25 mètres. Première étape, c'est faire un tri des principales espèces, qui nous semblent différents. Ensuite on va dénombrer, on va essayer d'avoir une mesure d'abondance de ces différentes espèces. Donc là par exemple on a trouvé une laminaire. Ça c'est la laminaire Hyperborea. C'est une espèce qui peut vivre assez longtemps, une quinzaine d'années. Celle-ci elle a vécu suffisamment longtemps pour qu'il y ait d'autres algues qui lui poussent dessus. Voilà. Bon, un petit indice pour savoir si c'est Hyperborea, c'est que c'est très rugueux. Il y a des petits algues qui poussent dessus, puis c'est une algue qu'on peut casser. Voilà. Alors qu'il y a une autre espèce qui est vraiment comme deux gouttes d'eau. Ça c'est la laminaire Digitata, donc qui est tout pareil, qui a aussi une tige cylindrique. Par contre celle-ci elle est très flexible, on ne peut pas la casser, vraiment très flexible, et il n'y a jamais d'algues à pousser dessus. Et on a une troisième espèce de laminaire qui cette fois-ci a une tige qui est plutôt plate, qui n'est pas cylindrique, et qui a un bulbe qui servait un petit peu à la base de l'algue, qui est presque en contact avec le rocher. Ici là c'est Saccharizès, donc c'est une troisième espèce d'algues. Alors ça fait même un petit habitat pour certains poissons qui viennent se cacher dedans. Si on regarde un petit peu plus près, on va trouver d'autres espèces. On va trouver par exemple le chondrus. Ça, dans la région, c'est aussi appelé le pioca. Une autre espèce, ça c'est la sargasse japonaise. Donc ça c'est une espèce qui n'était pas présente sur nos côtes avant les années 70. Et puis avec l'importation d'essaims d'huîtres japonaises pour reconstituer les stocks français, par inadvertance, cette espèce-là, elle est venue avec les huîtres et elle a progressivement colonisé le littoral atlantique et manche. C'est une espèce exotique du coup? Voilà, c'est une espèce exotique. Bon du coup on est au mois de février, en plein hiver comme ça c'est un peu compliqué pour vous montrer l'étendue de la biodiversité qu'on peut trouver ici, notamment les petites puces de mer et les mouches, mais on a vu quand même pas mal d'espèces au moins végétales et ça c'est très intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais? Je travaille sur un programme de sciences participatives plage vivante qui a pour objectif de documenter l'évolution des communautés d'algues, quelles espèces qui apparaissent, disparaissent, est-ce que la composition change. Et ça notamment en lien avec des changements globaux, ça peut être le changement climatique, mais ça peut être aussi des changements liés à la pression sur les écosystèmes marins. Ça peut être la pression en termes de ramassage d'algues, ça peut être la pression en termes de changement de la qualité des eaux, avec tous les apports d'azote, de phosphore liés au bassin versant. Et on se base sur des réseaux de volontaires. J'ai tout un travail avec des associations comme par exemple Bretagne Vivante, Planète Mer, des CPIE aussi, et on va construire ensemble les protocoles, les outils aussi pédagogiques qu'on va pouvoir mettre à disposition des volontaires pour faire remonter les données des sciences participatives. C'est un peu long, tu couperas. C'est ton job. C'est quoi ça?
Ça c'est une capsule de raie. La capsule est ouverte, l'embryon est sorti, la petite raie est sortie. Et puis il reste plus que cette capsule là qui va venir s'échouer en haut de plage. Et il y a un programme de sciences participatives piloté par l'APEX qui s'appelle le programme Capoeira, qui justement recense les capsules. On peut même essayer d'identifier et de trouver à quelle espèce de raie ça appartient. Possible de déterminer la raie. Oui. L'œuf de raie ici, la capsule d'œuf de raie, en tout cas n'a pas de carène latérale. Du coup, ça détermine déjà 2 groupes de raies différentes. Et celle-ci, au vu de la forme des cornes, on peut dire que c'est une raie brunette. Merci pour cette intervention raie. Donc sur cette laisse de mer là, on va trouver énormément de décomposeurs, mais on va aussi trouver, des fois on trouve des animaux morts. Là on va trouver des nécrophages qui vont venir décomposer cette fois-ci les animaux. Et évidemment toute cette petite faune de décomposeurs, elle va attirer aussi des prédateurs. Donc il y a tout un petit écosystème qui va fonctionner, qui va être très dynamique. On va trouver des fois sur 1 mètre carré, on peut trouver des milliers d'individus de puces de mer ou de mouches qui vont avoir comme rôle de décomposer rapidement, des fois en 15 jours, 3 semaines, toutes ces algues qui étaient assez importantes en volume vont être décomposées très rapidement. Il y a une nouvelle vie qui émerge de tout ce qui est mort en mer et moi je trouve ça beau. Dommage qu'il y ait plein de plastique dedans. Ça c'est quoi? Alors ça ressemble à du plastique. Ça c'est le reste d'une vélèle. Ça ressemble à une méduse. En fait c'est une colonie de méduses qui ont formé un petit voilier. Donc là c'est la voile. Et les méduses sont situées dessous. Et cette petite colonie elle dérive sur les océans. Et lorsqu'il y a des grosses tempêtes, notamment d'automne ou d'hiver, les courants peuvent nous ramener à la côte justement ces vélèles. Et les algues vertes, c'est normal ou c'est un problème? C'est une algue qui est présente sur nos côtes. Enfin, le problème, c'est quand il y a trop d'apport d'azote dans les bassins versants et que du coup, les baies un peu fermées, comme la baie de Douarnenez, Saint-Brieuc ou ici à plus petite échelle, vont concentrer un petit peu tous ces azotes, surtout d'origine agricole. Et ça va agir comme un engrais au milieu terrestre, ça agit aussi comme un engrais en milieu marin. Et ces algues vertes, là, les ulves, elles vont prospérer et quand il y en a beaucoup trop, ça peut devenir un problème de santé publique puisque la décomposition de ces ulves-là, par des grosses quantités de bactéries, peut dégager des sulfures d'hydrogène qui peuvent être toxiques et dangereux même pour la santé. La laisse de mer est un milieu plutôt hostile avec des contraintes énormes pour les invertébrés marins et terrestres. Pour les animaux terrestres comme les mouches, il est difficile de coloniser la laisse car les gros coefficients de marée peuvent anéantir une grande partie de la population. Mais c'est aussi difficile pour les animaux marins comme les puces de mer car au contraire, si les coefficients de marée sont petits, l'eau ne remonte pas assez haut. Les puces doivent donc s'enterrer profondément pour survivre. Cet écosystème est un véritable lieu de transition, une interface entre la mer et la terre. Beaucoup d'oiseaux vont dépendre du laisse de mer, notamment les oiseaux migrateurs, les petits limicoles. Donc c'est ce qui va regrouper les tournepierres, les courlis, les gravelots. Et notamment en période de remontée au printemps. C'est une période cruciale pour eux. Ils vont remonter dans le Grand Nord pour s'y reproduire. Et ils vont s'arrêter sur nos côtes. Ils vont pouvoir s'alimenter sur ces laisses de mer. Il y a des grosses quantités d'invertébrés. Donc ils vont pouvoir se ressourcer très rapidement pour repartir plus vers le nord. Donc les oiseaux mangent les puces de mer qui sont elles-mêmes en train de manger ce qu'il y a dans la laisse de mer. Est-ce que ça fait pas une belle chaîne alimentaire tout ça? Le lien entre changement climatique et biodiversité est bien documenté donc, dans de nombreux écosystèmes. Là on sait qu'il y a des gros impacts avec beaucoup d'espèces qui sont perdantes, notamment les espèces spécialistes. Et la laisse de mer est très peu étudiée encore sur ces aspects-là. Or, elle est constituée de beaucoup d'espèces spécialistes, qui sont notamment tous ces décomposeurs, cette avifaune, ces plantes. Et comme on sait déjà que dans notre écosystème, les changements climatiques impactent beaucoup les espèces spécialistes, on pense qu'il va y avoir des répercussions assez fortes sur cet écosystème. C'est un écosystème où il y a déjà beaucoup d'espèces qui en dépendent, des espèces très rares, donc des espèces très vulnérables. Notamment, on a parlé de limicoles, mais on a aussi des plantes qui ne vivent que là, donc sur quelques mètres
du haut de plage. Et puis après, juste pour nous humains, on a souvent construit des habitations pas très loin de ces fronts de mer. Et c'est ces plantes qui vont stabiliser le sable. C'est un substrat qui est meuble, qui est très mouvant avec la mer, les tempêtes. Et c'est tous ces réseaux de racines de ces plantes du haut de plage qui vont stabiliser le front de mer. Et elles dépendent en partie pour leur alimentation, elles se nourrissent de cette laisse de mer. Alors, le principal menace sur la laisse de mer, c'est le ramassage intensif, mécanisé, qui est peu sélectif et qui ramasse les algues, les déchets et qui prend une partie du sable aussi. Donc ça c'est une grosse menace parce que si on retire ces algues-là, on impacte l'écosystème avec les plantes qui en dépendent, les invertébrés, etc. Cette année, on va se pencher un peu plus sur la découverte des écosystèmes partout en France, des milieux d'eau douce, marins, terrestres, des milieux de transition. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous allez rien rater et puis moi ça me ferait plaisir. Alors déjà, son petit geste, ça peut être quand on est sur une plage et qu'on voit des déchets, ramener les déchets. Maintenant il y a pas mal de municipalités qui ont mis des poubelles mer, donc on peut déjà... petite action toute simple. Si on est plus curieux, motivé, on peut aussi participer à des programmes de sciences participatives. Il y en a beaucoup sur les laisses de mer. Il y a Plage Vivante, il y a les programmes de capoeira. On peut aussi alerter sa municipalité quand on est sur une municipalité où il y a une tradition de ramassage des déchets. Est-ce qu'on a besoin de ramasser toute l'année, tout le temps? Est-ce que toutes les plages ont besoin d'être nettoyées? On peut aussi informer sur l'importance de cet écosystème et trouver un peu des compromis. Il y a des fois des plages pour lesquelles on s'aperçoit que c'est pas très nécessaire de ramasser et au moins de limiter la période de ramassage. On peut aussi aller sur des ramassages manuels. C'est déjà la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez découvert un nouvel habitat et que vous voyez les plages un peu différemment. Genre les belles plages de sable blanc où il n'y a rien qui traîne, une plage où il n'y a pas de vie, est-ce que c'est vraiment une plage ? Vous avez 3 heures. Si vous voulez en découvrir plus sur cet écosystème, sur la laisse de mer, je vous invite à aller sur le site Biodiversité Tous Vivants. Vous y trouverez notamment des interviews d'autres acteurs de l'environnement qui travaillent sur cet habitat. On se retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a un écosystème en particulier que vous aimeriez découvrir. Et moi je vous dis à très vite.